Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Passé Sauvage. On sait depuis longtemps que les humains de la préhistoire n'hésitaient pas à s'aventurer dans les massifs de montagne. On a par exemple documenté sur cette chaîne un site comme la Grande Rivoire dans le massif du Vercors, abri sous roche, fréquenté par les chasseurs-cueilleurs depuis plus de 10 000 ans, puis par les éleveurs néolithiques qui montaient avec leurs bêtes dans les alpages. Depuis 10 000 ans, le climat est en effet assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. La grande glaciation est terminée et ces reliefs alpins, avec leurs vallées couvertes de forêts et leurs prairies d'altitude, sont alors largement accessibles pour les humains. De nombreux sites datés de la préhistoire récente sont d'ailleurs fouillés depuis des décennies dans tout l'arc alpin. En revanche, quand on aborde les périodes plus anciennes du Paléolithique, les sites se font très rares. À l'époque, la planète était encore plongée dans une période glaciaire et les humains devaient probablement rechigner un peu plus à s'aventurer à l'intérieur des massifs. C'est sans doute pour cette raison qu'on connaît très peu de vestiges antérieurs à 10 000 ans au cœur des Alpes. Pourtant, on sait de sources sûres que les humains du Paléolithique n'hésitaient pas à parcourir les vallées et à emprunter les cols. On le sait grâce à des témoignages indirects. Depuis longtemps, les sites préhistoriques du littoral ont en effet révélé des objets façonnés avec du silex originaire de l'intérieur des massifs. L'étude minutieuse des outils a parfois permis de retrouver les endroits précis d'où proviennent les blocs de silex, loin à l'intérieur des Alpes. Et comme le silex ne se déplace pas tout seul, en étudiant sa signature géologique, on peut remonter jusqu'aux vallées où se sont approvisionnés les humains. Suivre la trace du silex jusqu'au cœur des Alpes est finalement une très bonne manière de trouver des sites datés du Paléolithique. C'est cette logique qu'ont suivi les archéologues du laboratoire CEPAM du CNRS et de l'Université Côte d'Azur et du LAMPEA de l'Université d'Aix-Marseille. Leur travail de prospection, mené à partir de 2009 sous la direction d'Antonin Thomasso et Guillaume Porras, a permis de resserrer les recherches sur une vallée en particulier et d'y mettre au jour plusieurs sites préhistoriques, dont un exceptionnel gisement du Paléolithique supérieur. Cette vallée, située au nord du Var, c'est celle du Jabron, un affluent du Verdon et de son impressionnant canyon. Elle débute elle aussi par des gorges qui entaillent profondément les couches sédimentaires du Crétacé et du Jurassique, mais se développe ensuite en une plaine alluviale large de plusieurs kilomètres et particulièrement propice aux occupations humaines. Au cours de cette vidéo, je vais m'entretenir avec Louise Purdu, géoarchéologue et géomorphologue. Ne vous inquiétez pas, elle va vous expliquer ce que c'est que ce métier. Elle est chargée de recherche au CEPAM et elle participe à ce programme de recherche depuis son origine. Donc moi je suis géoarchéologue et géomorphologue. Donc les géomorphologues, lui, ils travaillent plutôt sur l'histoire des reliefs qui nous entourent et un peu comment ils se mettent en place et ils évoluent au cours du temps. Le géoarchéologue, lui, il intègre plutôt une dimension humaine à ces questionnements-là. Donc, il cherche à comprendre comment l'homme s'est implanté dans son environnement, comment il a transformé et exploité son environnement, et pourquoi et comment il l'a abandonné. Et donc, on travaille en collaboration avec les archéologues ou les préhistoriens, qui, eux, ont besoin de comprendre un peu mieux cet environnement, mais aussi d'autres spécialistes comme les paléoécologues pour mieux reconstituer toute l'histoire de l'environnement qui entoure les occupations humaines. Au départ, c'est quoi? C'est que vous trouvez des silex sur le littoral qui n'ont rien à faire ici? Vous avez tout compris. On trouve des silex sur le littoral qui n'ont rien à faire ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de silex, il n'y a pas de ressources siliceuses au bord de la mer. Et donc, pour comprendre d'où venait ce matériel, il y a des prospections archéologiques et géologiques qui ont été mises en place à partir de 2009, notamment dans le nord du Var, où il y a beaucoup de ressources siliceuses. Mais c'est un territoire un peu particulier parce que c'est un territoire qui est très encaissé et en canyon, où on a rarement découvert des sites archéologiques. Et dans le cadre de ces prospections, où on a découvert toutes ces ressources siliceuses, on a aussi découvert le potentiel de petites zones qui sont très localisées, qu'on a trouvées grâce à des cartes, qui sont des petites vallées. Et ces petites vallées, en fait, sont des lieux vraiment idéaux pour tout ce qui va être circulation des hommes dans les montagnes, mais aussi piège à sédiments. Et piège à sédiments, ça veut dire un piège à site archéologique. Dès lors, une équipe internationale de chercheurs et d'étudiants découvre et fouille plusieurs sites préhistoriques de la vallée qui datent d'époques distinctes. Le plus ancien et sans doute le plus surprenant est un site de plein air daté du Paléolithique supérieur. Au lieu-dit les Prés de l'Or, les archéologues ont mis au jour des vestiges d'un campement au bord de l'ancien nid de la rivière. L'endroit a vraisemblablement servi à découper des carcasses de chevaux pour les manger et faire sécher les peaux. Tout autour ont été retrouvés de très nombreux déchets de taille de silex et quelques outils caractéristiques comme des petites pointes et des lamelles à dos. Ces outils ont permis d'attribuer le site à l'époque du Gravétien final ou de l'Épigravétien, soit il y a environ 25 000 ans. C'est un site paléolithique supérieur, donc on a une occupation grosso modo entre, on va dire, 22 000 et 28 000 avant aujourd'hui.
On est dans une période qu'on appelle l'épigravésien, mais c'est le plein maximum glaciaire. Ce plein maximum glaciaire, il atteint son pic entre 21 000 et 23 000. Donc, on est dans une période hyper froide. Il n'y a pas de glaciers. Les glaciers, grosso modo, au sud des Alpes, s'arrêtent 100 km au nord de là où on se situe. Donc, nous, on est dans des conditions qui sont périglaciaires. Donc, ce n'est pas des conditions qui sont idéales, mais en tout cas, on n'est pas sur des glaciers, ce qui permet aux gens de venir, de circuler. Il faut imaginer du vent, du Mistral, un paysage avec beaucoup de pins, peut-être un peu steppique, mais en tout cas avec des ressources et ce matériel, ce silex qui est indispensable à cette époque-là, en tout cas. Comment justement un site qui est donc proche de l'eau se conserve? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Les Prés de l'Or, il est sur ce qu'on appelle une terrasse alluviale, c'est-à-dire une succession de dépôts de crues qui se met en place entre, on va dire, 30 000 avant aujourd'hui jusqu'à 22 000 avant aujourd'hui. Et on a une succession d'environ 3 mètres de dépôts très fins, ce sont des limons, donc c'est comme de la farine. Ces dépôts très fins, ils ont enterré tout un tas de niveaux archéologiques dans lequel le matériel n'a pas bougé. Il est vraiment sur place, extrêmement bien préservé et il couvre, voilà, on va dire 5 000 à 6 000 ans. Il faut imaginer une rivière qui est environ peut-être 300-400 mètres du site, avec des gens qui s'installent dans ce qu'on appelle une plaine distale, un peu loin du cours d'eau, protégés des crues, tout en étant plus ou moins à côté des ressources. Mais par contre, sur les 50 000 dernières années, ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc, on appelle ça une sorte de préservation en lambeaux. On a des petits bouts de différentes périodes qu'on retrouve entre l'amont et l'aval de cette petite vallée. Les Prés de l'Or, par exemple, on a une délimitation en termes de mètres carrés. On sait la taille que fait le site. Il est assez grand, tout en n'étant pas très grand. On voit exactement à quel moment il s'est fait éroder par des dépôts de crues, à quel moment il s'est fait éroder par des dépôts qui viennent des pentes. Au-delà de la fouille des sites, ce programme a donc pour objectif de retracer toute l'évolution de la vallée du Jabron et des différents changements du climat qui ont façonné le paysage, transformé la végétation et permis l'installation des groupes humains qui parcouraient la région. À la fin de la glaciation, à partir d'il y a 13 500 ans, des groupes de chasseurs-cueilleurs fréquentent un abri sous roche situé juste au-dessus de la plaine, la Baume de Montivert. Cette petite caverne, avec son porche de 10 mètres de large et de 5 mètres de profondeur exposé au sud-est, offre en effet un abri assez confortable pour faire une halte. Sondé en 2017, il a livré essentiellement des silex taillés et dans les strates supérieures plus récentes, datées du 7e millénaire avant Jésus-Christ, des ossements d'animaux, presque 2000 fragments de coques de noisettes et même des coquillages marins perforés et des traces de colorants qui témoignent de la confection de parures. La Baume de Montivert a aussi fourni de nombreux charbons de bois. Ce sont en grande majorité des charbons de pin, mais il y a aussi un peu de chêne, de buis et un charbon d'érable. En plus de documenter les essences de bois choisies par les humains pour faire leur feu, ces charbons ont fait l'objet d'analyses isotopiques. Alors, si vous avez vu une des dernières vidéos, vous savez qu'on a déjà parlé de ça sur la chaîne au sujet des dents, et en fait le principe est exactement le même avec le charbon. Seulement là, ce qu'on cherche, c'est pas les isotopes de strontium, mais ceux du carbone. Dans le cas de la Baume de Montivert, les archéologues ont cherché les isotopes de carbone 13. Contrairement au carbone 14, le carbone 13 est un isotope stable et qui ne se désintègre pas. Il ne peut donc pas servir à dater, en revanche, il fournit une bonne indication de la température qui régnait au moment où la plante était vivante. Donc, en analysant les charbons de pin des différentes strates du site, l'équipe de Benjamin Audiard est parvenue à montrer l'évolution relative des températures sur la période d'occupation. Et il apparaît clairement un épisode chaud et sec aux alentours de 7300 avant Jésus-Christ. Il y a un véritable changement des paysages au cours de cette période. Donc, on quitte le dernier maximum glaciaire qu'on avait au Prés de l'Or pour entrer dans une nouvelle phase qu'on appelle le tardiglaciaire. Ce tardiglaciaire, on va dire qu'il commence il y a environ 18 000 ans, à peu près. Il est associé à un réchauffement climatique, même s'il y a quelques épisodes de froid. Et donc, ça implique plusieurs choses. Ça implique notamment plus d'eau. Plus d'eau, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'érosion sur les pentes et il va y avoir de l'eau qui va couler au fond du cours d'eau. Cette eau qui va couler au fond du cours d'eau, elle va commencer à le creuser et on assiste à une phase ce qu'on appelle d'incision. Ça, c'est ce qui se passe vraiment entre la fin du dernier maximum glaciaire et le début du tardiglaciaire. Les cours d'eau commencent à creuser. Et un peu partout dans le sud-est de la France, on voit beaucoup d'érosion sur les pentes. C'est-à-dire que ça a découvert une végétation un peu clairsemée. Et donc, ça érode, ça remplit la vallée de plein de sédiments. Et en fait, ça la bouche. Voilà, ça, c'est important. Cette petite vallée va se boucher
à l'entrée des gorges en aval. Ce bouchon va générer deux choses. La première, c'est que ça va créer un paléolac dans la vallée. Ce paléolac qui va se mettre en place à partir du début du Tardiglaciaire, on va dire autour il y a 18 000 ans. En parallèle, on assiste, une fois que ce lac s'est mis en place en aval, à donc de l'érosion sur les pentes. Les occupations humaines, on les trouve principalement dans les abris au-dessus, et notamment à la Baume de Montivert, qui occupait entre 10 000 et 8 000 avant aujourd'hui. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on observe effectivement de l'érosion dans cet abri, et qu'on identifie de façon plus précise en termes de date grâce à une technique qui est l'isotopie sur les charbons de bois. Et ce réchauffement se poursuit progressivement. Par contre, ce qu'on voit, notamment à la Baume de Montivert, c'est que ce petit changement, il ne change pas les pratiques humaines. Voilà, il ne change pas les pratiques de subsistance, il ne change pas les comportements techniques, il ne change pas les comportements symboliques. On voit une continuité dans cette occupation qui est indépendante du changement environnemental qui va avec cette période tardiglaciaire. Plus tard, au néolithique, les humains occupent à nouveau le fond de la vallée. Un site daté du néolithique moyen et appartenant à la culture chasséenne a été identifié au lieu-dit le Moulin Neuf, environ 1,5 km en aval du site paléolithique. En explorant les berges de la rivière, les archéologues ont repéré quelques fragments de silex taillés dans une coupe naturelle de quelques mètres de haut. La fouille a ensuite révélé une stratigraphie complexe faite là encore de différents niveaux de sédiments déposés pendant les épisodes de crue. Dans la partie basse, un niveau archéologique a livré plus de 200 fragments de silex taillés et 4 tessons de céramique très altérés. Grâce à la présence de microcharbons, peut-être les vestiges de défrichement par le feu, une datation a été réalisée et situe l'occupation entre 4000 et 3800 avant Jésus-Christ. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est que l'occupation de ce site est contemporaine de la disparition d'un lac tout proche, au lieu-dit les Condamines. C'est le lac de Tridence. D'accord, le lac de Tridence. Et donc ce lac, il a disparu. Il a disparu, tout à fait. Il disparaît au moment, on va dire, autour de 6000 avant notre ère, à peu près. Hein. On est au néolithique. Et ce qui se passe au néolithique, c'est qu'on est toujours dans cette phase de réchauffement climatique. On est sorti du Tardiglaciaire, on arrive à l'Holocène. Et cette période est caractérisée notamment par des pluies qui sont beaucoup plus régulières qu'avant. Et un climat qui ressemble beaucoup plus à l'actuel. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences assez importantes sur le paysage parce que des pluies plus régulières vont complètement transformer le fonctionnement des cours d'eau. Donc, on avait des petits torrents là. Ces petits torrents, ils érodaient sur les pentes, ils remplissaient la vallée de sédiments, puis on avait ce lac qui était bouché. Il faut imaginer des pluies plus régulières. Ces pluies plus régulières vont faire sauter le bouchon du lac. Le cours d'eau va commencer à couler et ce petit jabron va arriver à se reconnecter avec le Verdon et faire ce qu'on appelle un hydrosystème comme celui qu'on a aujourd'hui. La conséquence directe, c'est ce cours d'eau qui va suivre un rythme plus régulier et plus stable, va avoir une fréquence de crue moins importante. Moins de crue, ça veut dire que les plaines qui sont à côté du cours d'eau vont se stabiliser. La végétation va pouvoir pousser, il ne va pas y avoir de dépôt de crue ni d'érosion, et ces environnements-là sont complètement propices aux occupations humaines. C'est l'idéal, en fait. On cherche vraiment à s'installer dans une plaine qui nous paraît, on va dire, plutôt stable et dans lequel il n'y a pas de risque d'intempéries ou de crues régulières. Et on va dire entre 8000 et 5500 avant aujourd'hui, on a, dans la vallée du Jabron, comme à l'échelle régionale, cette stabilité des paysages qui est propice aux implantations et aux occupations néolithiques dans la région. Alors, ça se voit sur le site notamment du Moulin Neuf, qui a été fouillé dans la vallée, qui a été découvert dans le cadre de prospection archéologique et géomorphologique. On a trouvé du matériel dans un magnifique paléosol. Donc, un paléosol, on peut le reconnaître sur le terrain, il est brun, il est riche en matière organique, il se casse en petits morceaux, comme de la terre de jardin actuelle. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Et ceux qu'on a trouvés, ils sont un peu brûlés. Donc, il faut imaginer les premières traces on essaie d'éclaircir la végétation, on essaie d'ouvrir le paysage, principalement pour tout ce qui va être pastoral. Hein. Donc, on n'a pas d'agriculture à ce moment-là encore dans le sud-est de la France. Un paysage stable, ça invite à l'investir de façon un peu plus pérenne. Exactement. C'est exactement ça. Et nous, on le voit vraiment. C'est ce qu'on cherche, c'est la priorité, ce qu'on appelle ces paléosols. Donc, ce n'est pas des sols occupés comme ce que les archéologues pourraient imaginer. C'est vraiment de la terre qui est brune, qui se casse en petits morceaux et qui indique qu'il y avait une mise en surface de la végétation, de la pluie, des insectes, des fourmis. Ça a tout homogénéisé dans le sol et ça veut dire qu'on a un paysage qui est stable. Égale occupation humaine. C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça qu'on cherche. L'étude réalisée à l'échelle de la vallée permet de retracer plusieurs dizaines de millénaires de transformation de paysages et de mieux comprendre les stratégies d'occupation du territoire par les humains de la préhistoire. Grâce à cet effort collectif pluridisciplinaire, soutenu sur plus d'une décennie et valorisé par son intégration dans le parc naturel du Verdon, la vallée du Jabron est incontestablement devenue un lieu de référence pour la connaissance de la préhistoire alpine. Donc l'idée, c'est de continuer ce travail géoarchéologique à l'échelle de la vallée, sortir de cette vallée, passer au bassin versant du Verdon, idéalement à connecter avec la Durance et ensuite au Rhône, donc on travaille vraiment à une très grande échelle, et corréler ça un peu avec tout un tas de projets de fouilles qui commencent à se mettre en place le long du Verdon. C'est fou parce que dans cette vallée, vous arrivez à on a toute la continuité. Toute la chrono. Oui, on a toute la chrono, c'est super, mais cette chronologie-là, on l'a parce qu'on a une approche qui est vraiment pas celle que du site, mais qui est vraiment celle de la vallée. Et donc, on ne cherche pas juste à comprendre une occupation, on cherche à comprendre tout l'espace et comment tout l'espace a évolué et comment il a été propice aux occupations humaines ou au contraire, comment il les a potentiellement érodées ou supprimées. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci à Louise Purdu d'avoir répondu à mes questions. Cette vidéo a été réalisée à la demande d'Ecosciences Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par Play Azur. Si vous voulez creuser le sujet, il y a une autre vidéo qui vous attend sur la chaîne d'Ecosciences. C'est un entretien que j'ai fait avec Louise Purdu et son collègue Guillaume Poraz. Le lien, il est juste ici dans le petit i, également en barre d'infos. J'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. À bientôt. Salut!